Amis d'électronique, bonsoir. Bon, bah ça fait un petit moment que finalement je me disperse un peu sur ma chaîne là. Et ce soir j'ai décidé de revenir un petit peu aux fondamentaux, quelque part. Et j'ai repris un peu ma liste de toutes les vidéos à faire, parce que cette liste, j'en parle souvent, mais c'est vrai qu'elle est belle. Et je me suis aperçu qu'en haut de cette liste, il y avait une question qu'on m'a relativement souvent posée, de la différence qu'il y avait entre un filtre passe-bas RC et un réseau intégrateur, par exemple. Certains avaient du mal à comprendre que le même schéma, quelque part, les mêmes composants et des fonctions tout à fait différentes. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour essayer d'expliquer ça le plus facilement possible et une petite démo. Allons-y. La question qui se pose, c'est comment c'est exactement le même schéma, à savoir soit une résistance, ici on voit en série avec un condensateur, ou un condensateur en série avec une résistance. Des fois, on dit que c'est un filtre passe-bas ou passe-haut, et des fois, on dit que c'est un montage intégrateur ou différenciateur. On va voir qu'en fait, quelque part, c'est toujours les mêmes, je veux dire, phénomènes physiques qui sont en jeu, mais des fois, très souvent, déjà, c'est un petit peu l'utilisation qui change. Très souvent, quand on est dans mode filtre, on va dire, on attaque plutôt ça avec des signaux sinusoïdaux ou de la musique, des choses comme ça. Quand on est en mode intégrateur ou différenciateur, généralement, pas toujours, mais on attaque ça avec des créneaux, on ne cherche pas à avoir la même fonction quelque part. Mais c'est exactement la même chose. Encore une fois, c'est pas une différence de schéma, c'est, on va dire, une différence d'approche et une différence un petit peu d'utilisation. Alors, si on regarde ça d'un point de vue de l'impédance quelque part, je rappelle très rapidement, mon but là, c'est, je vais essayer de faire le moins de maths possible, mais ce qu'on appelle l'impédance d'un condensateur, c'est sa résistance équivalente en alternative. En fait, un filtre RC comme ça, si on le regarde, on peut le voir comme un pont diviseur. En fait, ici, je vous ai fait les deux schémas. C'est comme si on avait un pont diviseur, mais dont une des branches du pont, ici la résistance ZC là, qui remplace le condensateur, est une résistance qui varie avec la fréquence. Alors, la formule qui donne l'équivalent, on va dire, de la résistance en ohm d'un condensateur en fonction de la fréquence, c'est cette formule-là, hyper connue, qui est 1 sur JC oméga, ce qu'on va trouver partout. Bon, le J, on va l'oublier ici, on va dire c'est la partie imaginaire, la notion de phase et tout, on va simplifier, on va l'oublier. Et ce qu'on appelle oméga, c'est la pulsation qui vaut 2πf. Mais si on regarde bien, donc, l'impédance, ZC, elle est égale à 1 divisé par C 2π, qui est une constante, on va supposer que le condensateur est fixe, et F, et on voit bien que ça dépend ici, donc, de F. Donc ces filtres RC là, si vous voulez plus d'infos, on en trouve plein sur le net, ce qu'on appelle un filtre RC du premier ordre, sa pente, elle est de 20 dB par décade ou de 6 dB par octave. On parle souvent d'octave. L'octave, je rappelle, ça rappelle à une notion un peu musicale, c'est que je vois que la fréquence double. Alors que la décade, on va dire c'est une décade dans le sens un peu logarithmique du terme, c'est 10, 100 000, ainsi de suite. Et donc, c'est très facile de calculer la fréquence de coupure d'un filtre comme ça à moins 3 dB. Je vous ramène ma vidéo sur les filtres. C'est 1 sur 2πRC. Que ça soit un filtre passe-haut ou passe-bas, c'est pareil. La fréquence de coupure, c'est juste dans ce cas-là, la fréquence de coupure, on va dire, haute ou basse, selon le filtre. Maintenant, il y a une autre notion au niveau des condensateurs, et la formule qu'il faut pour moi se rappeler tout le temps, parce qu'à partir de ça, on va tout retrouver, c'est que Q égale C fois V ou égale IT. Et ce Q, c'est quoi? C'est la charge électrique, on va dire la charge d'électricité qui est stockée sur la borne du condensateur. V, c'est la tension aux bornes du condensateur. C, c'est la capacité en farad du condensateur. I, c'est le courant qu'il traverse. Et T, c'est pendant combien de temps. Et alors, ce qui est intéressant dans cette formule, c'est qu'en fait, où elle est simple à utiliser, c'est quand justement on est à courant constant. Je vous ai déjà parlé des générateurs à courant constant et que dans ce cas-là, on voit que la tension aux bornes de condensateur, c'est l'intensité constante qu'il traverse multipliée par le T divisé par le condensateur. Donc si I est constant, C est constant, le rapport est constant, donc on voit bien que la tension est une fonction proportionnelle au temps. Et donc, c'est là que ça va évaluer de façon linéaire. L'équation est super simple à faire. On se dit, c'est facile. Moi, si je veux, je sais pas moi, qu'au bout d'une seconde j'ai 1 volt, là c'est très facile ici de calculer le courant et la capacité. Et c'est avec ça qu'on peut faire justement des belles rampes linéaires. Rappelez-vous dans mon montage là sur le système là de PWM pour le laser, c'est ce que j'utilise. Je charge un condensateur à courant constant, ce qui me donne une belle rampe linéaire
au lieu justement d'avoir quelque chose de biscornu. Ah, par contre, pour faire ça, bah, faut un générateur à courant constant, c'est pas forcément le plus simple. Et ici, la résistance, c'est pas un générateur à courant constant. Ça complique en fait vachement quelque part le calcul. Pourquoi? Parce que le courant qui traverse une résistance, c'est la loi d'Ohm qui nous le dit, c'est la tension à ces bornes, ici U moins V, divisé par R. Et on a vu aussi que bah, la tension V ici, elle va varier avec le temps. Donc le courant va varier avec le temps. Donc, pour faire ce genre de choses, il faut des mathématiques, on va dire, un tout petit peu plus compliquées. Hein. Et c'est pareil, mon but, là, c'est pas de rentrer trop dans les maths, mais il faut utiliser, par exemple, des équations différentielles. Bon, ça, pareil, hein, on trouve ça sur le net, hein, vous cherchez charge de condensateur, vous allez tout trouver si vous voulez un peu plus d'infos. Mais en gros, voilà, on en arrive à cette formule-là, hein, une fois qu'on a fait les maths, hein, qui dit que la tension aux bornes, ici du condensateur, bah, c'est la tension ici, multipliée par cette formule. Donc là, on voit ici cette courbe-là, hein, ici, et qui tend en fait vers le maximum, sachant que en théorie, ça n'étendra jamais. En pratique, je veux dire, au bout d'un moment, la différence ici, elle est tellement faible qu'on peut considérer qu'elle est nulle. Mais voilà, mathématiquement, ça va tendre vers la tension sans jamais l'atteindre, enfin du moins, ça atteindrait au bout d'un temps infini. Mais encore une fois, ça c'est les mathématiques, dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais retenez bien ici cette courbe, parce que justement, on va essayer de la retrouver. Alors, si on applique maintenant cette équation justement sur les montages RC, et souvent ces montages-là, on les attaque avec des échelons de tension, c'est-à-dire des signaux ici rectangulaires, avec une tension qui est au maximum à un moment donné, comme un signal logique, ou au minimum. En fait, on retrouve bien ici la courbe. C'est-à-dire que dans le cas ici de l'intégrateur, on voit que quand la tension vient, ben, le condensateur il va se charger, donc il va se charger avec cette courbe-là. Regardez, c'est exactement la même qu'on a ici, hein, c'est celle de cette équation-là. Et quand la tension redescend, hein, c'est symétrique, et ben ça se décharge avec la même courbe. Et ainsi de suite. Et on voit que si l'impulsion ici est plus longue, alors ça s'arrête et ça devient plat. Pourquoi? Parce que le condensateur, bah, une fois qu'il est chargé, il peut pas, la tension ne peut pas aller plus haut que la tension ici de l'entrée. Donc, bah, on va dire, c'est une sorte de saturation quelque part. Et ça y est, il est monté, il est à la place sa gueule. Et bah, comme le temps ici, RC, est trop court par rapport au temps d'impulsion, bah là, bah, c'est à fond. Et bah, ça passe. Hein. C'est un filtre, s'il passe bas, un filtre passe bas, continue, il passe très bien. Et ici, on va retrouver la même chose. Par contre, si l'impulsion ici est plus courte que le temps, on le verra tout à l'heure en la pratique, et ben on voit que ça n'a jamais le temps d'arriver, et ça rebaisse ici. Donc ça, c'est le fameux montage intégrateur. Celui-ci est exactement le même. Mais bah, lui, il prend les variations ici, plutôt que l'intégration. Mais c'est, encore une fois, on trouve la même formule ici. Alors comment intuitivement on peut commencer à réunir ces deux approches? Alors, il y a plusieurs façons en fait de les revoir de la même façon. Une des plus simples pour moi, c'est que un signal carré, hein, je vous l'ai aussi déjà montré, c'est que c'est en fait, on peut le décomposer en plein de signaux sinusoïdaux. Hein, il y a le signal ici fondamental, là, qui est, je veux dire, le signal ici alternatif, hein, c'est qui le même fréquence que le signal carré. Bon là, c'est pas tellement correct mon dessin parce que j'aurais dû mettre un rapport de 50%. Bon, enfin bon, c'est pas grave, dans l'idée c'est bon. Et ici, après, bah, en fait, ça va être plein ce qu'on appelle des harmoniques, c'est-à-dire des signaux sinusoïdaux, hein, qui vont être particuliers ici des harmoniques impaires, c'est-à-dire que si c'est 1 kHz, il y aura 3 kHz, 5 kHz, et ainsi de suite. Donc ici, quand on est dans un fil passe-bas, bah, le fil passe-bas, il s'oppose au passage des hautes fréquences. Donc il va avoir tendance à laisser passer la fondamentale, ici en bleu, mais à couper ici les harmoniques. Et les harmoniques, c'est elles qui font ce front très raide ici. Plus le front est raide ici, plus il y a des harmoniques. Donc bah, le front, il est moins raide, simplement. Voilà, on retrouve bien ici la même chose. Dans le cas du filtre passe haut, pareil. Mais là, comme ça passe que les hautes fréquences, bah, la fondamentale, elle passe pas, hein, mais les petites harmoniques, elles passent. Donc là, dès que la pulsion arrive, bah là, ça c'est l'équivalent d'une très haute fréquence, toc, le truc qui passe à fond. Donc voilà, hein, quelque part ici, on peut faire un peu le lien. Mais maintenant, il y a d'autres façons. Hein. Dans l'idée, pourquoi on l'appelle intégrateur, ce montage-là? Encore une fois, hein, c'est pareil, je vais pas faire trop de maths là, mais je veux dire, quelque part, on peut montrer par le calcul que la tension aux bornes ici, ça fait ce qu'on appelle l'intégration. C'est une intégrale. Hein. Alors, on peut voir l'intégrale, hein, si on connaît pas trop les maths, un petit peu comme une sorte de moyenne quelque part.
Et donc, c'est pour ça que ici, bah, il fait la moyenne du changement hein, par rapport au temps, on va dire, et que bah, il lui faut le temps justement de ici que des variations. Il va atténuer, on va dire, les variations brusques. Alors que le montage différenciateur, lui, il fait la dérivée. La dérivée, c'est la variation. Hein, donc la dérivée, ici, on voit, bah voilà, quand ça varie, toc là, il passe à fond parce que ici, il y a une forte variation. Et puis ici, bah, il n'y a plus rien qui bouge. Ici, il n'y a plus rien qui bouge. Donc ici, on retrouve rien. Pour ça qu'on retrouve ici cette notion ici de différenciation. Mais après, bah, si on alimente ça par un sinus, hein, pareil, mathématiquement, l'intégrale et la dérivée d'un sinus, c'est un cosinus. Hein, mais c'est le même signal, mais déphasé. Et c'est une autre manière un petit peu intuitive de faire le lien. Quand on l'attaque comme ça en alternative, eh ben, on voit qu'on va avoir justement cette notion de déphasage, hein, qu'on verra aussi tout à l'heure dans l'exemple. Et justement ici, pour avoir une vue vraiment, on va dire, pratique de la chose, eh ben, je vous ai fait ce petit montage où en fait on va prendre deux cellules passe-bas, deux cellules, on va dire passe-haut, qui sont fait exactement les mêmes valeurs, c'est une résistance de 1K et un condensateur de 100 nano, hein, ce qui fait, si on applique la formule de tout à l'heure, ça fait une fréquence de coupure de 1500 Hz à peu près, hein, et on va y mettre à l'entrée et un signal rectangulaire, ici, et un signal sinus, qui va justement nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Bien, donc voilà le montage comme prévu. Et donc, je rappelle que ici en haut, donc c'est le filtre passe-bas hein, ou intégrateur. Donc ici avec un signal sinus, ici avec un signal carré. Et l'autre ici c'est l'intégrateur hein, ou passe-haut, avec ici le même signal sinus en entrée et le même signal carré. Là, pour info, je suis à 200 Hz. Hein, et donc, ce qu'on voit, on voit que bien sûr, le filtre passe-bas, bah là, il se balade. Hein, sa fréquence de coupure, je rappelle, elle est de 1500 Hz à peu près. Donc là, il passe plein pot le sinus. On voit bien ici, hein, et on voit bien si on grossit, que les fronts de montée, bah, voilà, par rapport à un carré parfait, ils mettent du temps à monter et du temps ici à descendre. Hein. On trouve bien ce que montrait la théorie, hein, quelque part. Le filtre passe haut, bah, là il commence, mais vraiment il n'est pas terrible. Et on voit bien en bas le côté différenciateur, où il n'y a que les fronts qui passent. Hein, là ils sont très brusques. Hein, et bah, il y a le front montant, le front descendant. Comme le temps d'impulsion ici est très grand devant ici, on va dire le temps de charge du condensateur, hein, qui lui est très faible, bah, une fois qu'il est chargé, voilà, bah, il reste comme ça. Et de même ici. Donc c'est un peu, on regarde que le temps ici, on peut noter, hein, si on grandit un petit peu, que le temps ici, on voit bien qu'il est, il est tout à fait le même que celui ici de descente. Mais ici, on a bien le phénomène passe-bas, hein, d'intégration, voilà, hein, ça fait une sorte de moyenne, il faut le temps que ça monte. Alors que là, bah, ça passe la différenciation, ça passe la variation très vite, et puis bah, une fois que le signal est haut, bah, il ne varie plus, et ben il bouge comme ça. Alors maintenant, justement, on va augmenter un peu la fréquence. Donc là, je suis à 200 Hz. Donc maintenant, si j'augmente ici, hein, là pour info, je suis à 700 Hz. Bah là, on voit que le temps de montée qui, lui, reste constant, et le temps de descente aussi reste constant, parce que lui, il est bien fixé par RC, bah, il commence à être relativement grand par rapport au temps d'impulsion. Donc là, le palier en haut commence à devenir un petit peu limite. Là, pareil, hein, on voit que le temps, bah, il y a de moins en moins de temps ici en palier. Et là, bah, 700 Hz, bah, on voit que l'amplitude ici du passe haut commence à augmenter. L'autre, bon, ça va, il diminue pas encore trop. Alors, si on continue, là, je suis à 1500 Hz. À 1500 Hz, c'est intéressant. 1500 Hz, c'est pas loin de la fréquence de coupure du filtre. Là, on voit que les deux signaux ici sont à peu près les mêmes, mais qui sont déphasés, hein, comme on peut le voir. Ils sont déphasés quasiment là de 90 degrés. Hein, ce qui est normal, hein, tout à fait ici. Et on voit que bah là, voilà, il n'y a plus de palier, aussi bien ici que là. Bah là, on voit qu'au niveau intégration, bah, il met du temps à monter, puis dès qu'il arrive au palier ici, il descend. Et là, pareil en fait. Comme par hasard, hein, on peut noter que c'est la fréquence de coupure du filtre. Si maintenant on continue, voilà, par exemple là, je suis à 2600 Hz, par exemple, 2600 Hz, et bien là, c'est pareil, on voit que là, il y a plus d'amplitude sur le fil passe haut, ce qui est normal, le passe bas descend, ben là, ça va avoir tendance aussi à réduire aussi, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que le signal carré, ici, sa fréquence fondamentale est la même que le sinus. Et maintenant, c'est un passe bas, donc on commence aussi à réduire, en fait, sa fondamentale. C'est-à-dire que là, bah, il a une atténuation, je veux dire, qui va commencer à suivre pas mal celle d'au-dessus. Là, pour le coup,
bah là on commence à avoir un signal de plus en plus ressemblant au signal carré, mais c'est normal, puisque on augmente ici la bande passante. Donc là on continue à monter, voilà. Ici, hein, par exemple là, voilà, 5 kHz. 5 kHz, là on voit nettement que le passe-bas il commence à baisser. Ici pareil, là le passe-haut bah, il va bien, et là bah voilà, on a toujours ici cette descente, mais on se rapproche de plus en plus du signal parfait. Donc là je monte, là par exemple je suis à 20 kHz. 20 kHz, voilà, qu'est-ce qu'on voit? C'est le passe-bas, bah, c'est quasiment fini, il passe plus, il passe pas non plus le signal carré, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier qu'un signal carré, hein, comme je vous l'ai montré, il y a le signal, la fréquence de base, un signal de fréquence carrée, la fondamentale et des harmoniques qui sont encore plus hautes. Donc là, on est en mode passe-bas, donc ça, non seulement là, on est bien au-delà de la fondamentale, donc les harmoniques, de toute façon, il n'y a plus rien là. Là, par contre, le passo, bah, lui, il est parfait, et là, bah, on commence à avoir quasiment tout le signal qui passe, parce qu'on commence à laisser passer même pas mal des harmoniques. Si on continue à monter, voilà, ici, par exemple, je suis à 100 kHz. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, à 100 kHz, on commence à passer vachement aussi les harmoniques du rectangle, ce qui fait que bah, il est quasiment parfait. Parce que non seulement le front ici passe bien, on voit que c'est bien un front raide, et bah, les harmoniques passent aussi. Si on continue encore à augmenter, hein, là carrément, là je suis à 1 MHz, et là bah, quasiment, voilà, hein, j'ai le signal carré parfait, le passo il est terrible, et voilà, on voit qu'au niveau du passe-bas, ça passe plus rien. Donc voilà, là je suis revenu à 1 kHz, on voit très bien ici par la pratique, hein, ce qu'on a vu, on va dire, avec la théorie. Donc voilà pour cette petite présentation. On voit bien ici, en effet, l'avantage, là, pour le coup, d'avoir 4 voies. Hein, comme j'ai dit, hein, quand j'ai présenté ce super oscilloscope, là, c'est que le fait d'avoir 4 voies, pour tout ce qui est didactique, généralement, c'est quand même une chose assez intéressante. Tiens, Maurice, ah, bah, ça faisait longtemps. On t'a pas vu l'autre fois, t'étais où? T'étais planqué? Oui, alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir, toi, ce que t'es comme filtre? Bah, toi, c'est pareil, ça dépend comment on te considère. Pour la connerie, t'es un filtre passe-tout. Pour l'intelligence, t'es un filtre passe-rien. Et pour la réponse en impulsion, on va dire que c'est plutôt le coup de pied au cul qui t'intéresse. Oui. Et voilà. Et il est reparti à faire la gueule. Ah, c'est vrai, d'un autre côté, je suis vraiment pas gentil avec lui. Bon, enfin. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.